Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe. Et la Tanière en Eure-et-Loire. Plus qu'un zoo, un refuge pour animaux aux histoires touchantes, présente... Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, vous pensiez connaître Chartres en Eure-et-Loire et ses environs, notre destination du jour. Avant, Chartres était uniquement connue pour sa sublime cathédrale gothique, son remarquable patrimoine de rues, de ponts et d'édifices médiévaux et Renaissance. Eh bien, sachez que la ville a choisi il y a quelques années de se réinventer pour redoubler d'éclat. Une véritable métamorphose pour exister et briller à côté de Paris, sa voisine, à 93 km. Oui, Chartres a donc choisi l'audace dans son offre touristique de réinventer ses activités de loisirs et son attractivité et même dans sa gastronomie. Chartres ne se visite plus simplement, mais se vit comme une expérience. Un sacré challenge pour une ville qu'on disait figée dans son patrimoine. Eh bien, cette audace eure-et-loirienne et cette façon nouvelle de vivre une expérience, elle se mesure aussi à 8 km à l'est de Chartres. Impossible de ne pas faire ce pas de côté pour y découvrir le zoo-refuge de la Tanière. Cette étonnante entreprise unique au monde est à la fois hôpital, maison de retraite, ultime solution d'accueil pour animaux. Un formidable exemple de la générosité d'hommes et de femmes pour sauver nos amis les bêtes quand ils ont été abîmés par des humains ou mieux négligents, au pire cruels et crétins. Aujourd'hui, avec plus de 150 000 visiteurs par an, le zoo-refuge La Tanière est l'un des sites les plus visités d'Eure-et-Loire. Et ce n'est pas un zoo ordinaire, c'est un endroit où l'on apprend l'histoire personnelle d'un animal, où on le considère non seulement par son espèce, mais en tant qu'individu. Une expérience de partage, d'émotion et d'amour pour la cause animale que je vous invite à découvrir avec le Chartres réinventé dans cette émission. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et autour de cette table, nous accueillons Francine et Patrick Violas, fondateurs du zoo-refuge La Tanière. Bonjour Francine et Patrick. Bonjour à tous. Vous allez bien ? Oui, très bien. Je sais que vous avez beaucoup de responsabilités avec tous ces animaux. On va en parler de cette magnifique entreprise que vous menez depuis quelques années. Et Philippe Rossa est avec nous, directeur général de C Chartres Tourisme. Bonjour Philippe. Bonjour Christophe. On va commencer par Chartres. La ville s'est réinventée. On propose des choses nouvelles, contemporaines, dynamiques. Lesquelles ? On propose plein de choses, mais c'est vrai que... Rapprochez-vous du micro, Philippe. Ouais, c'est vrai que la ville a vraiment changé. Bon, on connaît la cathédrale dans le monde entier. Oui. Je crois qu'on est connu en notoriété spontanée à 91% aux États-Unis. La cathédrale. La cathédrale, monument UNESCO incontournable, qui va fêter son millénaire d'ailleurs à partir de cette année. Il y a un roi qui a été sacré là-bas, Charles... Henri IV. Henri IV. Et donc la poule au pot est à moitié chartraine, sachez-le. Oui, on est chauvin quand même à Chartres. Absolument. Ce qu'on essaie de faire effectivement, sous l'impulsion effectivement de la collectivité, c'est d'arriver à montrer que Chartres est une ville apaisée. C'est-à-dire que c'est une ville qui est vraiment, moi je dis toujours que quand on est parisien, à 1 heure de Paris, il y a une destination vraiment dépaysante. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une ville, mais à la campagne. Et verte. C'est vert, il y a un plan vert, d'ailleurs le bien nommé, qui fait plus de 20 km, que vous pouvez parcourir à vélo, à pied, en roller, etc. C'est quoi, c'est une bande d'arbres de ouais, verdure ? c'est une bande qui est sécurisée, sur laquelle vous pouvez aller vous balader, vous pouvez vous arrêter. Ça part de Chartres, donc à 5 minutes du cœur de ville, vous voyez l'heure, puisqu'on a la chance d'avoir... l'heure qui passe en basse ville. Et puis, à 5 minutes de là, vous pouvez aller vous balader tout le long de ce plan vert. Vous pouvez aller au château de Maintenon d'un côté, voir l'épouse, effectivement, de Louis XIV d'un côté, et de l'autre côté, aller quasiment jusqu'à Illiers-Combray, aller voir Marcel Proust. Donc, c'est vrai qu'en passant par des lieux vraiment formidables, des prairies, des lieux où il y a une écodiversité incroyable. Donc, c'est vraiment, je crois, au-delà de la cathédrale, une ville qui s'est complètement réinventée. Ouais. Est-il vrai que le maire plante 10 000 arbres par an ? Oui, je crois. Jean-Pierre. C'est vrai, Francine et Patrick. On ne les a pas comptés. Non, mais il y a des arbres. Il y a des arbres, il y a beaucoup d'arbres. Il confirme. Il y a des arbres, et puis il y a effectivement plein de nouvelles pépites. On a, par exemple, je voulais dire un mot. D'abord, je voulais remercier Francine et Patrick de nous donner l'occasion de dire un petit mot de Chartres. Mais c'est vrai qu'on a la maison Picassiette. Moi, je trouve qu'il y a des... Vous disiez tout à l'heure faire un pas de côté. En fait, il y a plein de créateurs incroyables à Chartres. Vous en êtes d'avoir créé ce zoo-refuge, mais il y a Raymond Isidore. Nous, on a repris la maison Picassiette il y a 1 an. Et c'est un peu le palais idéal de Raymond Isidore. C'est un peu notre musée d'art brut à nous. Et c'est vrai que pour le coup, on peut, en ayant visité la cathédrale à 1 km, 1,5 km, aller découvrir un lieu qui est un lieu... extraordinaire où le créateur a trouvé, en cassant des assiettes, c'est un peu le Picasso de l'assiette, il a créé ça pour sa femme, par amour pour son épouse, donc il a réussi finalement à mettre en valeur un petit site, une petite maison dans un quartier résidentiel. Et ça, c'est à voir, c'est un incontournable. C'est un incontournable. Aujourd'hui, il y a 40 000 visiteurs, donc c'est vraiment incroyable. Ouais. Et pour l'anecdote, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a Robert Doisneau qui est venu y passer une journée. Donc on a retrouvé les 23 photos de Doisneau qu'on a affichées dans le jardin. Il y a Picasso qui est passé
Alors là, bon, on aura plus de mal à faire une expo Picasso, mais on ne sait jamais. Plus cher. Ouais, c'est un peu plus cher. Et puis il y a Madonna aussi qui est passée. Ah, bah voilà. Parce que Madonna avait entendu parler du facteur cheval et de Raymond Isidore et elle est venue visiter cette maison Picasso. Elle s'intéresse à la culture française, Madonna. Écoutez, il semblerait. Chartrienne en tout cas. Exactement. Patrick et Francine, comme le disait Philippe, vous avez cette audace et cette envie d'entreprendre depuis de nombreuses années qui vous a conduit à accueillir aujourd'hui 800 animaux dans le zoo-refuge de la Tanière. Alors, est-ce qu'on peut dire que pour nos auditeurs que c'est comme un resto du cœur pour animaux? Exactement, C'est exactement. C'est exactement ça. Alors, on est originaire de Chartres, on a eu une première vie professionnelle à Chartres, on avait une entreprise, on a démarré tous les deux, on a cédé notre entreprise en 2009, on avait 1800 collaborateurs et des boutiques à travers toute la France, donc on est issus de Chartres. Ça, vous avez arrêté? On a vendu ça. Vous en avez eu marre? Oui, ça devenait... on est passé d'une vie business, vous savez, je dis souvent, ça nous arrivait avant de se coucher le soir au mois de décembre, quand on faisait la moisson, qu'on vendait les téléphones, on gagnait beaucoup d'argent, on se couchait content. Aujourd'hui, ça nous arrive de se coucher fier. Ah oui. Et la différence entre content et fier, ça change une vie. Vous partagez, Francine? Bien sûr, bien sûr. Je suis cette deuxième vie qu'on s'est offert, que nous ont offert tous ces animaux, parce que je peux dire qu'on vit avec eux quelque chose d'extraordinaire. Donc j'invite tout le monde à venir à Chartres. Oui, il faut absolument aller visiter ce zoo Tanière. Venez à la Tanière, vous allez, chaque visite est une utilité, chaque visite, chaque achat que vous pourrez faire à la Tanière, que ce soit... Vous avez besoin d'aide et de soutien financier. Exactement. En permanence. Et en venant visiter la Tanière, vous êtes acteur de la cause animale. On va expliquer comment ça se passe. Voilà, exactement. 5 centimes est mis pour la cause animale. D'accord. Donc vous êtes des amoureux des animaux et vous récupérez des animaux qui ont été maltraités, qui sont dans des cirques, dans des zoos, dans des laboratoires, donc qui sont abîmés. Oui, alors en premier lieu, je me permets de revenir sur le fait d'être amoureux. On n'est pas amoureux des animaux, on est amoureux tout court. Oui, déjà de vous deux. De mon mari. Oui. On a toujours aimé les gens. On n'a pas de cœur. Hein. On a un cœur pour aimer, c'est tout. Absolument. On a toujours travaillé ensemble. J'ai connu mon épouse, elle avait 13 ans et demi. Moi, 18, ça serait aujourd'hui, j'irai en prison, je pense. Ah oui, c'est sûr. Et on s'est plus jamais quitté. C'était un coup de foudre pour la vie, un coup de foudre pour la vie. Oui. Ça fait plus de 40 ans. Et donc, les animaux qui sont chez nous sont pour 60% d'entre eux des animaux qui arrivent sur des saisies. Donc, il y a des lions, Il y a tout, des lions, des tigres, des éléphants, des ours, des oiseaux, des perroquets, des primates, etc. Donc 60% sur des saisies qui nous sont confiées par les services de l'État, gendarmerie, police et OFB, surtout, l'organisme français de la biodiversité, c'est la police de l'environnement. D'accord. Les douanes aussi ? Les douanes aussi, bien sûr. Donc, et aussi sur de la détention illégale. Il y a eu une mode, il y a toujours une mode d'avoir chez soi des petits fauves. Ça, on en parlera, des petits fauves, des petits lions, des bébés lions. Des bébés lions, des petits singes, etc. Avec tous les problèmes que ça pose ensuite. Ensuite sont chez nous des animaux issus du monde du spectacle, en règle générale. Du cirque, oui, mais on n'a pas plus de maltraitance dans les cirques qu'ailleurs. Les gens du cirque ne sont pas des méchants, c'est comme partout. Il y a 80% de gens très bien et 20% seulement d'abrutis. Les gens du cirque, en règle générale, aiment leurs animaux. Ce qui est compliqué, c'est de les avoir enfermés dans des camions pour se déplacer. C'est ça. Et sont chez nous depuis 5 ans maintenant des animaux de laboratoire, principalement des primates, qui occupent que 5% de la population des animaux que chez nous, mais qui tiennent 50% de la place dans notre cœur, parce qu'ils ont toute une histoire. Ils sont géniaux, les primates, oui. Donc, quand vous venez à la Tanière, vous venez pas voir un plan de collection zoologique, hein, vous venez voir plein d'animaux. Avec une histoire, chacun. Comme nous. Et l'histoire est racontée pour chaque animal. Et ça, c'est drôlement émouvant. Sur chaque enclos, les histoires sont racontées. Alors, on montre jamais les animaux malades. Non. On a une partie off pour ça. On montre un animal qui boite, c'est pas une maladie. Oui. Donc, il y a l'histoire de chaque animal qui est là, et comme on a aussi beaucoup de bénévoles qui sont là, quand c'est l'été et quand c'est les week-ends, on a nos bénévoles qui sont là en plus pour raconter les histoires. Bien sûr. On ne veut pas que les gamins repartent chez eux le soir en disant j'ai vu un singe, j'ai vu un léon, j'ai vu un tigre. Non, j'ai vu Jouina, j'ai vu Canel, j'ai vu un tel. Ils ont chacun un nom et une histoire que vous racontez. Et d'ailleurs, ils sont des stars sur les réseaux sociaux. Exactement. Oui, vous faites un carton sur les réseaux sociaux. À chaque fois, ça fait 150 000 vues, 500 000 vues, 1 million. Nos vidéos ne font pas 150 000 vues. Mais moi, j'étais ravie dernièrement parce que c'est le rêve de mon mari qu'on ne dise plus j'ai vu un primate, j'ai vu un lion, et j'ai un petit garçon qui s'est présenté devant moi et qui a vu sur une revue un petit capucin. Un petit capucin, c'est un petit primate. Et il m'a dit ça, c'est un Wilson. Ah, très bien. Donc le nom était bien donné. Le contrat était rempli. Exactement. Tout à fait. D'accord. On va juste situer 20 hectares, c'est 20 hectares. 20 hectares.
800 animaux, voilà. Combien de vétérinaires, combien de personnel? 90 salariés. 90 salariés, des centaines de bénévoles en plus, qui ne peuvent pas s'occuper des animaux sauvages et bénévoles, mais qui sont là pour nous aider. 3 vétérinaires à temps complet, salariés, plus un certain nombre de grands vétérinaires, des pontes, dans chaque spécialité, qui eux viennent gracieusement nous aider quand on a des coups durs. Un chirurgien, un ophtalmo, un cardiologue. On a vraiment les meilleurs en Europe qui sont là quand on appelle en urgence, ils sont là du jour au lendemain. Donc voilà, on est une équipe technique parce qu'il faut construire tout ça. Et puis les animaux passent leur temps à tout casser. Donc en fait, c'est ça, les animaux, ils passent leur temps à ça. Non, à la tanière, ils passent pas tout leur temps. Francine n'est plus... Non, mais ils cassent beaucoup. Bah oui. Mais Francine, il faut les défendre un peu, vos animaux. À la tanière, nous, on a un temps soigneur qui est bien supérieur à tous les autres parcs nationaux. C'est-à-dire que nous, on fait du medical training avec les animaux. On les occupe toute la journée à faire du medical training, c'est-à-dire à avoir des examens cliniques, des faux examens pour le jour où on aura à faire cet examen, qui viennent en tout à fait sans qu'on l'endorme ni quoi que ce soit. D'accord. On sait faire des prises de sang à tous nos animaux, que ce soit les fauves ou les primates, sans les endormir. Sans les endormir. On sait bouger un animal d'enclos sans l'endormir. Donc on a... Vous êtes devenus des experts dans le... Vous ne verrez jamais à la tanière, dans un enclos, un animal qui, vous savez, qui va et vient... qui est en crise. Voilà, on passe beaucoup de temps à s'oupper d'eux. Ces animaux qui ont un passé lourd, souvent, on vous en racontera quelques-uns. On est là pour ça. Donc ils ont besoin de nous. Philippe Rossa... Je me permets une dernière chose. Francine, allez-y. Ce qui est extraordinaire à la tanière, c'est que vous allez voir les animaux, malgré leur passé chaotique, ils n'en veulent absolument pas aux humains. Très bien. Philippe Rossa, juste 30 secondes. Vous êtes allé aussi au zoo refuge de la Tanière? Ah bah oui, non seulement j'y suis allé, mais on y va très souvent. On a d'ailleurs un partenariat avec la Tanière depuis le camping, depuis tous les sites de l'office, parce que en fait, moi je le dis effectivement avec beaucoup de respect, je trouve que c'est une initiative géniale. C'est une initiative qui fait du sens, quoi. Ouais. En fait, je trouve que le voyage à Chartres, c'est ça, c'est donner du sens à ce qu'on fait. C'est-à-dire que on n'a ni la mer ni la montagne, mais on a des gens formidables, et c'est vrai que voilà, Francine et Patrick, ils font partie de ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils mettent toute leur énergie, leurs moyens, mais quand je dis leurs moyens, c'est leur temps, leur enthousiasme, leur feeling, leur ADN, et ça, je trouve que c'est génial. Donc moi, je pousse mes équipes à dire, quand vous avez des gens qui viennent au camping... Vendez le zoo refuge de la Tanière. Ouais, et puis c'est surtout, dites aux gens que c'est pas juste aller voir un zoo, c'est aller partager une expérience, aller rencontrer des animaux et rencontrer une philosophie de vie. Donc moi, je trouve que c'est ça qui est chouette. On marque une pause, mes amis, on se retrouve juste après pour continuer cette émission formidable sur Chartres et sur le zoo refuge de la Tanière qu'il faut absolument aller visiter quand vous passez dans le coin. À tout de suite. Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe. Et la Tanière en Eure-et-Loire. Plus qu'un zoo, un refuge pour animaux aux histoires touchantes, présente... Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous sommes avec Philippe Rossa, directeur général de Chartres Tourisme, et Francine et Patrick Violas, fondateurs du zoo refuge La Tanière. Nous sommes à Chartres et à quelques kilomètres de Chartres. C'est très facile pour aller chez vous au zoo refuge? Alors, c'est très facile. En voiture, juste après le panneau Chartres, il y a La Tanière. C'est 10 km? Non. Même pas 500 mètres. 500 mètres. Ah oui, donc c'est même pas une minute. 500 mètres, 1 km et demi, 2 km du centre-ville de Chartres. On peut y aller à pied. Et desservi par les bus. En plus. Et alors, vous me racontiez que même Attal est venu vous voir un jour. Sylvain Attal, en short. Bonjour, beaucoup de Gabriel, j'ai dit Sylvain? Non mais n'importe quoi. Gabriel. Beaucoup de personnalités sont venues chez nous. Notre Premier ministre est venu il y a quelques temps en visite, en touriste, un dimanche matin, se promener chez nous. Beaucoup de gens du monde du spectacle viennent nous voir. Notre ancien président, François Hollande, est venu nous voir. Beaucoup d'artistes, On a reçu Florence Foresti. Oui. On vous connaît beaucoup dans les milieux artistiques, intellectuels, mais c'est vrai que le grand public ne vous connaît pas forcément. Non, alors, donc il faut continuer à communiquer sur cette... On communique pourtant beaucoup. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu à forcer le talent pour communiquer. Les médias sont venus à nous dès le début, parce que ce qu'on faisait était un peu unique. Et puis en réalité, c'est pas de la prétention ce que je veux dire là, mais les gens sont presque autant passionnés par ce que l'on fait que par l'histoire du couple. Oui, c'est vrai. C'est un peu atypique. Donc les gens nous connaissent en France, mais aussi à l'étranger. Aujourd'hui, quand on part, nous, à travers la France, on va souvent en Belgique, au Luxembourg, ailleurs, parce qu'on a des animaux à aller chercher, les gens nous connaissent et nous reconnaissent. On a des animaux qui arrivent jusque d'Israël. On a, quelque temps, la ministre de l'Environnement sud-coréenne qui est venue nous voir, chercher un modèle. Ah oui.
chercher un modèle. Pour la problématique en Corée des ours à qui on prélève la bile dans les supermarchés, etc. Donc, la Corée... On prélève de la bile chez les ours. On prélève de la bile pour fabriquer une espèce de médicament. Mais la Corée veut stopper ce genre de sacrifice. Ils veulent créer des endroits pour... On ne va pas récupérer les ours, mais ils veulent qu'on aille là-bas pour leur y conseiller. On a les plans, on a tout ce qu'il faut pour dupliquer le modèle. Exactement. Dupliquer le modèle. Dans les animaux qui arrivent, il y a aussi un certain nombre d'animaux qui arrivent de très loin, comme d'Israël. On a récupéré, par exemple... 300 ânes 380 ânes d'Israël. 380 ânes en avion que vous faites en avion, alors c'était avant la guerre. Aujourd'hui, on a d'autres à ramener, mais c'est un peu bloqué. Et puis, ce serait compliqué de ramener des ânes alors qu'il y a des enfants qui souffrent. Ils étaient où, ces ânes, en Israël? Là-bas, en Israël, il y avait une espèce de trafic organisé. Ces ânes étaient ramassés par des marchands. Ils partaient, et ils étaient abattus en Égypte. Et la peau partait en Chine pour fabriquer une substance qui avait les vertus pour les hommes. C'est toujours la même connerie, quoi. Toujours la même connerie. Et puis, le gouvernement israélien, le précédent, avait fermé la frontière pour les ânes. C'est très bien, par la bande de Gaza, terminé. Et il y a une jeune femme là-bas qui s'appelle Sharon, une petite bout de bonne femme extraordinaire, qui s'est retrouvée avec d'un seul coup 700 à 800 ânes dans son refuge, abîmés tous. Et ils ont cherché dans le monde entier. On a répondu présent. Et nous, on a répondu présent. Mais comment vous pouvez accepter 380 ânes? Vous allez les mettre où? Mais ils sont tous replacés déjà, ça y est. Ah oui, d'accord. Alors ils sont tous replacés. On faisait des avions de 60 ânes à peu près. Des charters d'ânes de 60 ânes. Ils se posaient à Liège. Et puis après, on prenait les camions, on les ramenait. Et ils ont tous été replacés chez des particuliers. Beaucoup dans des EHPAD. On a fait une pierre deux coups dans les EHPAD. Alors ça, c'est bien. Magique. Ça, c'est bien. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'animaux dans les EHPAD. Voilà. Mais bien sûr, c'est stimulant pour les personnes âgées. À l'inauguration comme ça d'une ferme dans un EHPAD, alors, il y a toute une formation qui est faite aux pensionnaires de l'EHPAD pour pas qu'ils piquent tous les morceaux de pain pour les donner aux ânes, etc. On leur explique à les brosser, à les gratter. C'est leur sortie de la journée. Pour les anciens, c'est génial d'avoir un contact avec les animaux. On devrait avoir des poulaillers dans les EHPAD et des ânes et des chiens et des chats. J'espère vraiment que ce modèle-là, on en a fait un gros à Abondance, pas loin de Chartres, à côté de Dreux. J'espère vraiment que les télés viennent la vendredi pour l'inauguration, parce que c'est important, c'est très très important. Donc des animaux qui peuvent venir toute origine. On ne sait jamais ce qui va se passer la journée quand on se lève. Ouais. Alors racontez-nous des histoires d'animaux. Alors il y a Cannelle évidemment, l'ours. Alors la petite oursonne qu'on est allé chercher. C'est la plus célèbre. L'ours, alors il y a deux ours célèbres, la tanière. La dernière, c'est la petite Tani qui est arrivée de Lettonie, parce que sa maman avait été braconnée, elle a été récupérée par le gouvernement letton, mais il n'avait pas de structure, donc on est allé la chercher au Bourget. Donc elle faisait 5 kilos quand elle est arrivée, et on l'a gardée pendant presque une année, et on l'a replacée en semi-liberté dans le Jura suisse. Ah oui. On l'a amenée, elle faisait 50 kilos, et voilà, c'est pour Génial. Et vous les suivez? Ils ont des colliers, mais non, pas de collier. Non, j'ai appris dernièrement que tous les après-midi, elle avait une tartine avec du miel, donc j'en suis ravie. J'ai des vidéos qui m'arrivent. On était allé voir le parc en amont, bien évidemment, et des gens extraordinaires en Suisse. Parce que l'idée, c'est ça, c'est que vous récupérez les animaux, mais si possible, vous les tout ce qui est replaçable, tout ce qui est réparable, je dirais, physiquement ou administrativement. De replacer donc des ours, on en a 7 ou 8 à la tanière. Il y a eu un ours qui a marqué beaucoup la tanière, c'est l'ours Micha à l'époque, qui avait fait la une de toutes les télés, qui nous avait été confié à l'époque par Elisabeth Borne, quand elle était ministre de l'Environnement. Il était chez un montreur d'ours. Ça, oui, c'est un métier qui doit s'arrêter, mais tous les montreurs d'ours, c'était pas des méchants. Mais il est arrivé chez nous avec des niaises, des asticots qui sortaient de son nez et de ses pattes. On l'a gardé 2 mois, on l'a perdu au bout de 2 mois. 2 mois. Et bon, après, l'histoire a été un peu compliquée parce qu'on s'est aperçu de ce dont il était décédé. En réalité, c'est des coups qu'il prenait quand on regardait les vidéos. Ouais, horrible. Nous, à la tanière, on ne cherche pas à prendre les animaux des gens. On essaye au maximum de mettre les gens en conformité pour qu'ils gardent leurs animaux. Parce que quand vous avez vécu, 10, 15, 20 ans avec un animal, vous êtes attaché, lui s'est attaché à vous. Donc, on prend vraiment les cas les plus désespérés. Il y a des gens qui ont des crocodiles, des choses comme ça. Oui. Alors nous, on ne touche pas à ça. Ah bon? Ça nous arrive de temps en temps. Là, on a reçu un boa là, hier. Ah oui, crocodile, vous aimez pas? C'est pas ça, c'est que nous, on ne s'occupe pas des serpents parce qu'on est toujours parti du principe qu'il y avait plein de gens en France qui s'en occupaient très bien. Avec des infrastructures qui étaient très très bien. Donc, nous, autant garder nos places pour les autres animaux qui n'ont pas d'environnement. Dans les animaux célèbres, il y a eu Cannelle. Oui. Cannelle, c'est une primate de laboratoire. L'histoire avec les laboratoires a commencé il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans. Le CNRS, qui est le Centre national de recherche scientifique, avait organisé pour nous, dans un grand hôpital à Paris, une réunion avec beaucoup de labos qui étaient là. On n'a pas le droit de les citer forcément, mais y compris celui qui n'a pas réussi à mettre son vaccin au point pour le Covid. Bien sûr. Donc le CNRS, c'est l'État. Ah oui, c'est ça. Et
j'ai écouté le discours du CNRS qui dit qu'il n'y a pas de but lucratif comme dans les labos. Et tous ces labos nous ont expliqué que, principalement sur les primates, un certain nombre pouvaient ressortir après le laboratoire. Au bout d'un certain nombre de temps et de négociations, au mois de mars 2019, sont arrivés les 11 premiers. Dans ces 11 premiers, il y avait la petite Cannelle. Cannelle, c'est un petit macaque qui pesait 6-7 kilos. Elle est rentrée dans une cage de labo, elle avait 2 ans, Cannelle. Elle est sortie, elle avait 21 ans. Elle a travaillé pendant 19 ans sur les maladies d'Alzheimer, Parkinson. Là aussi, on n'est pas dans le jugement. D'abord, si on juge le labo, on n'aura plus les animaux. Et deuxièmement, on nous a expliqué, on a rencontré des gens plus intelligents que nous, qui nous disent que sur ces maladies-là, on ne savait pas faire autrement que de tester sur des vivants. Ce qu'à priori, je veux bien croire. À partir de là, il y a 3 solutions. Soit on arrête de faire des médicaments, une possibilité, mais on a quand même gagné quelques années d'espérance de vie et on vit de mieux en mieux. Soit on continue, comme certains labos étrangers le font, à tester les médicaments sur des populations lointaines, ça existe. Oui. Soit on trouve des gens ici en France, en Europe, qui sont prêts à se faire payer pour tester, mais dans la conjoncture actuelle, économiquement, ça ne va pas être très éthique. Non, bien sûr. Alors voilà, il faut le faire avec parcimonie. C'est un pis-aller. Oui, c'est ça. Et puis, il faut savoir aussi que les labos nous disaient, le Conseil d'État a essayé de retirer l'étape primate, parce qu'il s'est dit, le protocole est assez, il y a assez d'animaux, etc. Ils ont tiré sur un certain médicament l'étape primate, et ça a donné naissance à des enfants à qui il manquait des bras et des jambes. Donc c'est compliqué. Je sais pas vous dire. Par contre, on l'a vu avec le Covid. Vous êtes d'accord avec moi que le vaccin est arrivé quand même très très rapidement. Donc je pense qu'il y a eu le protocole a été rétréci. Je parlais il y a quelques temps avec un directeur d'un grand labo français qui me disait, vous savez, avant la période Covid, on recevait 200, 300 appels par jour, courrier ou mail, pour se faire engueuler qu'on utilisait les animaux. Il me dit, vous savez, pendant la période Covid, si on en recevait 10 par jour, c'est le bout du monde. Ouais. On a résumé la pensée générale. L'opinion publique a un peu révisé son jugement sur la question. Voilà. Donc, et ça, on explique ça aux gamins quand ils viennent chez nous. Et ça, parce que nous, notre cible, c'est les enfants. C'est pour faire changer la pensée. Enfin, par la pensée, le respect de ces animaux. Et on explique aux enfants qu'ils ont tous des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, qui malheureusement peut-être un jour seront atteints par une de ces maladies, au rythme où ça va, que nous aussi on voudrait qu'il n'y ait plus d'animaux dans ces laboratoires, mais que grâce à Cannelle qu'il a, Rufio, etc., ils profiteront un peu plus longtemps de leurs grands-parents, et leurs grands-parents vivront peut-être un peu mieux. On les laisse repartir avec ça, les enfants, dans leur tête. Et ça fait son chemin. Ça cogite. On a écrit devant la loge de Cannelle, on a écrit, mon mari va vous le dire. Quand vous regardez Cannelle, vous ne regardez pas forcément un animal qui a été sauvé. C'est peut-être Cannelle qui regarde des gens qu'elle aura sauvés un jour. Bien sûr. C'est une autre façon de voir. Exactement. On change son point de vue un petit peu sur les animaux et sur la philosophie de la vie aussi. Donc la tanière, c'est pas triste. On pense toujours au jour d'après. Dans ces animaux de laboratoire, on a aussi eu des vaches, mais on a eu une histoire rigolote avec 250 lapins. Ça, on va en parler, et aussi des 300 perroquets. Et il n'y a pas que ça. Les daims aussi. Les daims, c'était un point de départ. Alors, les daims, c'était les premiers animaux sauvages. Alors, c'était pas très sauvages, c'était des bambis. Les daims, ils étaient à l'école de police nationale à Rouen, à Ouassel, là-bas. Et les directeurs de l'école, quelques années précédentes, avaient introduit quelques daims, mais ils s'étaient reproduits, les daims, il y en avait 50. Et rien n'était en règle. Et donc, la police avait saisi les daims de la police. Ils devaient être abattus. On a réussi à l'époque à faire un peu de bruit et on a réussi à aller chercher ces daims. On avait confié une équipe du GIGN, du RAID, etc. On a été chercher, récupérer les daims. C'est les premiers animaux sauvages qui sont arrivés à la tanière. C'est une belle histoire. Philippe Rossa, on va revenir un petit peu sur Chartres. Alors dans la série des choses audacieuses aussi à Chartres, j'ai noté un accrobranche en pleine ville. Ouais, alors, comme à Londres. Comme à Londres, ouais, comme à Battersea, par là, à Londres. Mais... C'est très très rare de trouver un accrobranche en plein centre-ville. Ouais, je crois que c'est le seul en Europe continentale, en fait. Seul en France, c'est sûr. Ouais, seul en France, c'est sûr. Et allez, je vais dire en Europe continentale parce que voilà. Et effectivement, c'est un accrobranche depuis lequel on peut voir la cathédrale. Donc il a été posé au cœur du parc André Gagnon, donc à côté vraiment du cœur de ville. Et puis on a été joueur, et puis on a été suivi surtout par les autorités. Donc on a mis carrément une tyrolienne au-dessus de la route. Donc vous pouvez passer au-dessus de la route et puis en glissant comme ça. En glissant comme ça, arriver dans des très très beaux arbres centenaires, dans un très joli parc urbain, et être à côté de la cathédrale. Alors moi je dis toujours qu'à Chartres, du coup, si vous allez visiter la cathédrale et que vous êtes sage, que vous soyez petit ou grand, bah après vous avez des activités de loisirs. Vous avez évidemment la tanière qui est une activité pour le coup qui fait sens où vous pouvez passer une journée, mais vous pouvez aussi aller passer 2 heures avec vos enfants à l'accrobranche, c'est sympa. Après une belle idée de cathédrale. Et tout ça a été posé en toute sécurité par un gars du Jura, un gars des Alpes.
Alpes, c'est le Haut-Savoyard, j'y tiens. Ouais, et effectivement, c'est un garçon qui équipe d'habitude des alpinistes qui vont dans l'Himalaya, etc. Donc c'est du sérieux. Et donc c'est du sérieux, c'est une ligne de vie continue pour les spécialistes, et donc c'est vraiment, c'est fait avec, voilà, c'est tout en bois, avec des matériaux responsables, c'est sympa. Les jeunes qui nous écoutent, car nous avons des jeunes dans le studio, vous avez noté Acrobranche à Chartres, allez-y, hein. Et allez au zoo refuge à Tanière aussi. On continue cette émission, on se retrouve dans un instant, on marque une pause mes amis, à tout de suite. Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe. Et la Tanière en Eure-et-Loire. Plus qu'un zoo, un refuge pour animaux aux histoires touchantes, présente... Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et avec nos amis autour de cette table, Philippe Rossat, directeur général de C Chartres Tourisme, Francine et Patrick Violas, fondateurs incroyables du zoo refuge La Tanière, qui est à 8 km, enfin maintenant qui est tout près de Chartres, hein, on l'a dit, c'est vraiment, quand on va à Chartres, il faut absolument aller visiter ce zoo refuge La Tanière. On vous expliquera et on vous parlera d'histoires d'animaux. Et on ne vous montrera pas seulement les animaux, on va rentrer dans leur individualité, dans leurs histoires à tous, et ça va nous faire beaucoup réfléchir. Ça, c'est une très bonne démarche, je trouve. Les enfants, ils sont très sensibles. C'est notre cible, c'est les enfants. On a deux buts, ces animaux qu'on sauve, bien sûr, qu'on aide, et les enfants, on veut rentrer dans leur tête. La pédagogie. Les 8-10 ans, c'est la cible, pour qu'ils apprennent à respecter ce monde animal, leur expliquer qu'on ne va pas se faire prendre en photo qu'un bébé lion ou un bébé tigre, et que même si on prend un chat ou un chien ou un lapin, que les gamins ils aient un animal domestique, c'est très bien, c'est un doudou, c'est un confident, ils lui racontent plus de choses qu'à leurs parents, souvent, c'est très très bien. Mais on l'a pour la vie. On l'a quand il est bébé, on l'a aussi quand il est grand. Et il faut l'assumer jusqu'au bout. Il faut l'assumer jusqu'au bout. Alors on réfléchit bien avant de le prendre, mais si on le prend, on doit l'aimer toute sa vie, y compris quand il va être malade. C'est un discours qui est difficile à entendre, parce que les gamins ne perçoivent pas tellement. Alors il faut les encourager, en même temps les dissuader, parce que c'est quand même toute une vie, c'est un chien, ça dure 15 ans. Quoi, D'abord, les dissuader d'avoir un animal sauvage. Ça c'est interdit. De toute façon, ça finit toujours mal. Et il y a des procès, et les gens se font prendre. Et quand vous avez un animal sauvage chez vous que vous n'avez pas le droit d'avoir, le jour où il est malade, il n'y a aucun vétérinaire qui va le soigner. Parce qu'il n'existe pas, il n'a pas de carnet. Il n'y a pas d'existant. Et quand on prend un animal domestique, c'est vrai que c'est mignon, surtout qu'en plus les gens le prennent surtout bébé. Mais si les enfants comprennent très très bien tout ça, et les enfants savent aujourd'hui que s'ils veulent un animal domestique, il y a la SPA, il y a des associations. Il y a notamment, par exemple, une association à Paris qui s'appelle le Graal, qui s'occupe de replacer les chiens de laboratoire. Ah oui. Il y a des centaines de chats et de chiens de laboratoire, des petits beagles extraordinaires. La seule contrainte, c'est qu'ils ont peut-être 2-3 ans, mais il faut leur apprendre à être propre. Mais comme pour un bébé, c'est exactement la même chose. C'est adorable. Et en plus, vous prenez un animal qui a une histoire, qui a sauvé des gens. Donc, voilà, Ils ne sont pas forcément psychologiquement traumatisés? Non, ceux qui ressortent, non. Sinon, ils ne les laissent pas sortir. Donc, comme les primates qui arrivent chez nous, la plupart, le seul problème qu'ils ont quand ils arrivent chez nous, ils sont pas mal, ils ont un problème un peu psychologique, parce que imaginez un primate qui a 20 ans sort d'un laboratoire et n'a jamais vu un autre primate de sa vie. Alors c'est en train de changer ça, beaucoup, c'est en train d'évoluer dans les labos. Mais on peut pas laisser un animal pendant 20 ans. Non, c'est sûr. Vous voyez, 20 ans pour un primate, ça correspond à une quarantaine d'années pour nous, un humain. À 40 ans, vous sortez d'une boîte et vous découvrez que vous n'êtes pas le seul humain au monde, vous avez vu que des primates jusqu'à maintenant, ça rappelle un film. C'est ça, oui. La planète des singes. Donc oui, il faut responsabiliser les gamins. Qu'ils aient un animal domestique, c'est très bien, mais c'est aux parents surtout de dire et de conseiller. Et puis si vous êtes à la campagne, vous avez de la place, prenez des poules, et n'achetez pas des poules, allez prendre des poules de réforme. Oui, des poules de réforme. Les poules, vous leur donnez tous des déchets alimentaires. Absolument. Elles vous donnent des œufs. Elles vous donnent des œufs. Et des jolis œufs. Et c'est très sympa une poule. C'est un cercle complètement vertueux. Oui, absolument. Racontez-nous cette histoire un peu dingue de lion dont on enlevait les griffes. C'est quoi cette histoire? Comment les gens en arrivent à cautionner ça, à se faire prendre en photo avec des lions dans les boîtes de nuit pour... Alors, l'argent, pour ceux qui le font, pour les gens qui se font prendre en photo, c'est là aussi qu'un gamin... On résume, on a un petit bébé lion. Ils prennent donc un petit bébé... Qui vont chercher où? Qui font ça, qu'on appelle les photographes, ils les prennent... Là où il y a des gens qui font naître des os, des lions, ça peut être n'importe où. Ils le prennent bébé le premier jour à la maman, ils l'élèvent au biberon pour qu'il soit gentil, ils le dégriffe, et comme c'est interdit, c'est fait par des charlatans, et sa vie est foutue. C'est des mutilations, il les mutile. Il le castre bébé, alors qu'un animal sauvage, on ne doit jamais le castrer, on doit faire une vasectomie. Donc du coup, ils n'ont pas de crinière. Et pendant 3-4 mois de sa vie, tant qu'il est bébé, il sert à faire des photos sur les plages, ou le soir dans les boîtes de nuit. En France? Plus en France aujourd'hui. C'est arrivé en France aujourd'hui. C'est arrivé partout. Espagne et dans d'autres pays encore. D'accord. Mais bon, petit à petit, en Europe, ça se calme quand même. Sauf que cet animal, en plus, comme il était castré bébé, il se développe énormément.
énormément. C'est-à-dire que le fait de castrer un animal sauvage, vous coupez les hormones. Donc il se développe complètement de manière anarchiste. Et un jour, il devient énorme. Exactement. Un jour, et à peu près, il était parti dans un cirque. Et un jour, il a fait, ces deux-là, ils avaient fait 5-6 cirques. Ouais. Et un jour, il y a un monsieur très gentil qui est parti d'Espagne avec son camion. Il nous a appelé, il dit, je suis à la station essence sur la Rocade, pas loin de chez vous. J'ai eu ces deux bêtes ces deux lions dans mon animal. Il était 4h du matin. 4h du matin, ben écoute, viens jusqu'à là, mon gars, mais il va falloir qu'on fasse un peu des papiers et quelque chose. Donc les deux lions en question, Léo et Zampa, on a perdu Léo il y a 1 an de par la fin de ses phalanges qui étaient complètement tuméfiées. Et ces deux lions, donc moi j'ai coutume de les appeler les trolls, de 300 kilos, c'est-à-dire ça, sans crinière, on dirait des lions énormes, étaient dans une cage, tous les deux, parce qu'ils sont très grands, donc ils ne pouvaient pas bouger les uns et les autres. Et nous, on leur a fait un bel enclos et on leur permet de finir leur jour tranquillement. Et ça, on explique aux gamins que c'est les résultats. Je comprends qu'un môme puisse craquer, il va avoir une photo, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il va la mettre sur son réseau social, voilà. Mais c'est aux parents là d'être là. Et les parents le comprennent. Vous savez, aujourd'hui, quand vous venez à la tanière, les gens qui viennent à la tanière, toute l'année, soit juillet, au mois d'août ou ailleurs, il n'y a pas de papier par terre. Il y a pas, les gens sont respectueux, les gens qui viennent là sont des gens qui, et les gamins, les jeunes, ont compris qu'on doit respecter ce que la nature nous a donné, qu'on doit faire attention à l'eau, l'air, le vent. Et les gamins l'ont compris. Et les animaux font partie de ça. Quand les visiteurs arrivent devant les primates de laboratoire, par exemple, les parents, qui ont 30, 40 ans, arrivent un peu vent debout. Il ne faut pas utiliser d'animaux de laboratoire. Ils ont certainement raison. Et puis, ces gens-là, ils ont des enfants qui ont 10 ans. Et là, on explique tout ça aux enfants. Et on voit les yeux des grands commencer à rougir. Commencer à rougir. Et tout le monde repart en ayant... Il faut expliquer aux gens. On n'explique pas assez aux gens. Il faut parler aux gens. Alors, des histoires comme ça, on a pas... J'en ai plein. Quelle est la réalité économique de votre modèle économique? C'est combien d'euros par jour? C'est entre 15 et 20 000 euros par jour. 15 et 20 000 euros pour faire fonctionner le zoo. Ça dépend s'il se passe quelque chose ou pas, mais il se passe souvent quelque chose. La tanière a coûté 35 millions d'euros à construire. On a eu la chance de vendre notre entreprise. On avait 35 millions d'euros. On a mis nos 35 millions d'euros pour construire la tanière. D'accord. On n'a pas investi, parce que si on disait investi, ça veut dire qu'il y aura un retour. Il n'y aura jamais de retour. Et donc, on vit aujourd'hui... Il y a 90 salariés à la tanière. 90 salariés. On vit aujourd'hui des entrées du public, pour la moitié, et pour l'autre moitié, des dons. D'accord. Il y a eu une date importante, le 18 février. Oui, tout à fait. À 18h35. Qu'est-ce qui s'est passé? 2023, on a fait un grand appel aux dons, parce qu'on devait ouvrir au public au mois de mars 2020. Et mois de mars 2020, Covid. On a réussi à ouvrir au mois de juillet 2021, passe sanitaire. Le 11 juin. 11 juin. Passe sanitaire. On a tout pris. D'accord. Et au mois de février 2023, on était mal. On avait des dettes, et puis on n'avait plus de sous. Hein. On a tout mis. Et on a lancé un appel sur les réseaux sociaux. On a enregistré une... Il vous manquait combien? Il nous manquait 2,5 millions d'euros. Et alors, c'est marrant parce qu'on s'était mis 3-4 jours avant sous la protection du tribunal de commerce de Versailles. D'accord. Pour pas qu'il nous arrive quelque chose avec tous nos pensionnaires. Et on avait rendez-vous le jeudi avec le président du tribunal de commerce. Et le samedi, on fait cette vidéo, on la poste à 18h35 ce 18 février. Et puis on dit on verra bien. Appel à l'aide. On se réveille vers 3-4 heures du matin. Cette vidéo était passée par Dubaï. Tous les influenceurs l'avaient relayée. À 3-4 heures du matin, on est déjà à 600 000 euros de dons. Le mardi, quand on avait rendez-vous à nouveau avec le président du tribunal de commerce, on avait les 2,5 millions d'euros. C'était compliqué de lui expliquer comment ça marchait, tout ça. Excusez-nous de nous avoir dérangés, mais finalement, on a trouvé 2 millions. En une nuit. Grâce à la générosité du plus grand nombre, 60 000 dons. On a eu des dons extraordinaires. Des petits dons d'1 euro. Plein. Je me souviens d'une nuit d'une dame qui essayait de faire son don de 1 euro. Elle n'y arrivait pas parce que ça passait pas. Elle est passée par un système PayPal, je sais pas si on peut le dire. Elle a réussi à faire son don. Elle a crié sur les réseaux sociaux. Elle est partie sur les réseaux sociaux, crier victoire. Des petits gamins qui traversaient toute la cour pour nous donner un billet de 5 euros que la petite souris leur avait donné. Et dans les dons les plus importants qu'on a eu vers la fin, on a eu un virement, un chèque relativement conséquent. On a appelé cette dame. Elle nous dit voilà, j'ai perdu mon époux au Bataclan. Je viens de recevoir l'indemnité. Je vous la donne. Oui. On a eu des larmes pendant 5-6 jours. On n'a pas dormi pendant 4-5 jours. Une petite mamie qui m'a donné 1 mois de retraite à 1 000 euros, une centaine d'euros. C'est dire qu'elle n'avait pas beaucoup de retraite. Et elle a dit, je me priverai un petit peu plus. Beaucoup de gestes émouvants. Oui, quand vous êtes au fond du trou et que tous ces gens se mettent à vos côtés et ça vous soulève et ça vous ramène. On a vraiment cette voix populaire. C'était un élan énorme. Mais c'est le signe aussi que votre entreprise est louable et généreuse. Oui, mais ça, moi, j'en doutais pas. Ah oui. Et aujourd'hui, on continue à vivre. Alors, c'est encore un peu compliqué, mais ça va. On continue à vivre avec les dons et les entrées.
Pour les années futures, le plus tard possible, j'espère, on est relativement serein parce qu'il s'avère que beaucoup de gens nous ont mis sur leur testament. D'accord. Surtout des femmes. Ah oui. Seules. À moi de vous poser une question. Oui, allez-y. On a une base de donateurs relativement importante, avec une moyenne d'âge de 58 ans, 70% de femmes. Est-ce que vous savez nous dire quel est le prénom le plus généreux? Le prénom? On est statistiquement. 58 ans, femmes. Ah, Véronique? Non. C'est pas loin. Agnès? Non. Nathalie. Ah bah les Nathalie, le cœur sur la main. C'était juste pour la petite histoire. Ah, c'est incroyable. Dans le on a 1400 Nathalie. Il y a beaucoup de Nathalie qui donnent de l'argent. Il y a beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. C'est incroyable. Mais aussi des hommes. On a eu par exemple l'histoire d'un monsieur, d'un ancien vétérinaire, qui il y a quelques vétérinaire faune rurale. C'est-à-dire qu'il allait dans les fermes pour soigner les vaches, les moutons, les cochons, en Auvergne là-bas. Et en Auvergne, quand vous allez faire du rural chez un agriculteur... Vous devez boire de l'eau chaude. Et oui, ils appellent ça de l'eau chaude, mais il doit boire de l'eau chaude. Il y a d'autres trucs dedans. Donc il a bu beaucoup d'eau chaude. Il a bu beaucoup d'eau chaude. Il avait 72 ans, il était beaucoup abîmé. Ouais, il était malade. Il était malade chez lui. Il voulait nous faire le don de ses économies. Et il n'y arrivait pas parce qu'il était sur une banque internet, c'était compliqué, etc. Et le jour où il a réussi à faire son don, il a appelé le 115, je sais pas quoi, les urgences. Il est parti en soins palliatifs, directement à Aurillac, là-bas. Le jeudi, on reçoit son drôle sur le courrier. Francine l'appelle. Il dit, est-ce que ça vous ferait plaisir qu'on vienne nous voir dimanche? Il dit, ce serait le plus beau jour de ma vie. Il dit, mais je vais pas tenir jusqu'à dimanche. Si, vous allez m'attendre. On est arrivé le dimanche matin, là-bas, à Aurillac. On trouve personne, il n'y avait personne. Et on finit par trouver une infirmière. On pensait qu'il était plus là, il s'appelait Alain. Et on pensait qu'il était plus là. Et l'infirmière nous dit, non, attendez, tout l'hôpital sait que vous venez. Il est sorti des soins palliatifs. Il est dans une chambre normale. Et ça va mieux. Et il vous attend. Alors, depuis, il est sorti de l'hôpital et depuis, il est décédé. Oui, il est décédé, mais il a eu un petit sursaut. Je vais vous dire à quel point il a eu un sursaut. C'est que je lui ai envoyé un message quelques jours avant son décès, parce que je ne savais pas qu'il allait décéder. Et je lui dis, comment allez-vous, Alain? Il me dit, bah, écoutez, ça va, j'espère tenir jusqu'aux Jeux Olympiques. Il me dit, c'est pas pour voir les athlètes, mais pour voir le gros bazar que ça va être. Il a gardé son sens de l'humour. Voilà, exactement. Des histoires comme ça, il y en a plein. Il y en a plein, mais vous êtes des raconteurs d'histoires formidables et on va continuer à vous écouter dans ce dernier quart d'heure, mes amis. On fait une petite pause. Nous sommes à Chartres aujourd'hui avec Philippe Rossa, directeur général de Séchartres Tourisme, et Francine et Patrick Violas, fondateurs du zoo refuge La Tanière, qui nous font partager leur merveilleuse expérience. À tout de suite. Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe. Et La Tanière en Eure-et-Loire. Plus qu'un zoo, un refuge pour animaux aux histoires touchantes, présente... Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gickel. Ils sont avec nous autour de cette table et nous font partager leurs formidables histoires et leurs expériences humaines et animales. Francine et Patrick Violas, fondateurs du zoo refuge La Tanière, à côté de Chartres, qu'il faut vraiment absolument aller voir ce week-end quand vous avez un moment. Même en semaine, hein, c'est ouvert tous les jours. Tous les jours. Tous les week-ends. Ah bah oui, non, il faut y aller toute l'année. Exactement. Toute l'année, quelle que soit la météo d'ailleurs. Tout à fait. Hein, c'est génial. Philippe Rossa est avec nous, directeur général de Séchartres Tourisme. On va un petit peu revenir sur Chartres, Philippe, parce que je sais qu'on a parlé de l'acrobranche. Il y a aussi un truc vachement sympa à Chartres, c'est de faire du kart électrique, pour ceux qui aiment les sports un peu mécaniques, et une activité de loisir un peu différente. C'est vrai. C'est un des plus beaux du monde. Ouais, alors on peut dire ça. Thierry Picard qui l'a créé. En plus, c'est pas loin de La Tanière. Donc, c'est votre voisin. 200 mètres. Vous l'avez fait 200 mètres de La Tanière. Oui. Bon, Thierry, c'est un entrepreneur super. C'est un gars formidable. C'est un bon partenaire. Et surtout, il a créé la seule piste de kart qui est homologuée par la Fédération française de sport auto. Et donc, ce kart, il est responsable. Et je pense que ce qui... Le mot-clé, je trouve, de notre approche du tourisme, c'est le tourisme responsable. Je pense que quand on va à La Tanière, on fait une démarche responsable, on fait une vraie expérience de vie. Et citoyenne. Et citoyenne. Et je trouve que ça, finalement, c'est peut-être ça qui nous caractérise tous. Quand on va dans notre camping aussi, qui est pas loin, qui est partenaire aussi avec La Tanière, c'est aussi une démarche responsable. On vend que des produits locaux, on va pas vendre des produits qui viennent de l'autre bout du monde. On vend que des produits locavores. On peut dire que c'est un éco-camping, le camping de Chartres ? C'est un éco-camping, et tous nos sites, que ce soit la maison Piquet-Assiette, la conciergerie, tout ça, c'est que la maison du saumon, toujours avec des produits locaux, parce qu'on veut... Et moi, j'ai souvent, par exemple, l'anecdote des Chinois qui viennent me voir en disant « local wine, local wine ». Alors, ils veulent du vin local, c'est compliqué, je vous l'accorde. C'est du chinois, ça ? Ouais, alors on leur trouve du vin qui vient des Coteaux du Loir, parce que j'ai calculé que c'était 72 km, en fait, du cœur de ville de Chartres. Mais bon, en tout cas, le karting, ce qu'il y a de super, au-delà du fait que ça vous fait une super journée, effectivement, Tanière et karting dans deux contextes différents, deux univers différents, c'est un endroit qui a un vrai sens aussi, parce que c'est électrique, parce que c'est indoor et parce que on peut y aller avec tous les niveaux qu'on soit. Au niveau sensation, ça pousse le kart électrique. Et ça pousse très très vite, et surtout, je pense que c'est une démarche qui intéresse plein de gens. Et c'est vrai que je trouve que l'attractivité d'une destination, c'est ça. C'est à la fois de se dire, tiens, il y a le zoo refuge, mais à côté,
il y a le karting, à côté, il y a évidemment la cathédrale dans un autre registre, mais pour moi, constituer un séjour, c'est ça, c'est mettre en musique tout ça, et se faire un super week-end. Et pour conclure, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que les gens restent longtemps. Et au camping, typiquement, cette année, c'est 3,5 nuitées en moyenne. C'est énorme, c'est presque 5 jours. Donc en 5 jours, on a le temps de faire plein de trucs. Donc d'aller au moins 2 fois à la tanière, minimum, plus d'aller faire le karting, la cathédrale, etc. D'accord. Combien de temps le temps visite chez vous, le temps de moyen visite? 3 heures. Il y a des gens qui font le tour en 2h30, il y en a d'autres qui passent la journée. Si vraiment on prenait le temps de lire les histoires, moi quand je vois des grands-parents en train de lire à leurs tout petits-enfants les histoires d'animaux, je te dis on a gagné. Et là, ceux-là, ils vont passer 5 heures. Bien sûr, il y a aussi des châteaux gonflables parce que les gamins, il faut qu'ils puissent se détendre. On peut se restaurer sur place? Oui, il y a toute la restauration sur place. Il y a, à côté des gibbons, il y a des jeux pour grimper comme les gibbons. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de pédagogie. Et puis, il y a les animations. Donc, les animations, c'est pas des spectacles. Hein. On ne fait pas de spectacles. Mais il y a, à différents endroits, avec des heures précises, il y a les soigneurs qui sont là et qui expliquent tout sur ces animaux au public. D'où viennent ces animaux, comment ça marche un lion, comment est-ce que ça mange, etc. Les gens sont surpris de savoir par exemple que nos lions les plus gros, il leur faut entre 15 et 20 poulets tous les jours. Oui, c'est énorme. Donc, on rentre des réalités pour les gens, on leur explique pourquoi ils boitent, pourquoi ce tigre Il y a boite. un vrai contact, un vrai échange avec les soigneurs. Il y a un vrai échange avec les soigneurs. Vous verrez des félins comme vous les avez jamais vus, une proximité avec les éléphants, etc. Et puis moi, je vais me permettre de rapporter une petite chose pour la pierre de l'édifice de Chartres, c'est qu'on a aussi le son et en lumière, bien sûr, Chartres en lumière le soir. Ça, vous aimez ça, Francine? C'est surtout que quand j'ai mes visiteurs à la tanière, je leur dis systématiquement restez ce soir pour Chartres en lumière. Parce que c'est vraiment très beau. On a un parc hôtelier important, beaucoup de petits bistrots très sympas pour dîner. On a un très beau restaurant au Grand Monarque pour les gastronomies. On a une ville attractive. Donc, vous êtes une belle destination quand même. Hein. Chartres en lumière, résumez-nous, Philippe. Chartres en lumière, c'est le plus grand événement en lumière du monde, parce qu'on parle beaucoup de Lyon, de la fête des Lumières, etc. À Chartres, c'est tous les soirs, c'est gratuit, ça commence au mois d'avril, ça finit au mois de janvier, donc c'est là à Noël, et c'est super important parce que c'est bien d'avoir du monde, plein de monde l'été, mais c'est bien aussi d'avoir du monde hors saison, on appelle ça les ailes de saison dans notre joli vocable touristique, mais je trouve que c'est hyper important Chartres en lumière parce que c'est une façon de se balader et de redécouvrir le patrimoine. Et je trouve que je salue Laurent L'Huillerie et évidemment Jean-Pierre Gorge qui ont été à l'initiative de ça. C'est 20 ans de Chartres en lumière, c'est plus de 4 km de balade gratuite tous les soirs. Et ça, pour moi, très humblement, c'est ça qui donne l'attractivité au territoire. Et vous avez raison, c'est ce qui fait passer. Ça nous a fait gagner 30% de nuitées touristiques. C'est considérable. Ah, carrément. Et vous savez, quand vous venez à la tanière, comme notre but, c'est la pédagogie, l'entrée pour chaque enfant de moins de 11 ans, accompagné d'un adulte, est gratuite. Elle n'est pas gratuite, elle est offerte. Elle est offerte. Francine, elle met les points sur les i. Elle est offerte. Un couple qui vient avec 2 enfants à Chartres, qui va payer 46 ou 47 euros à la tanière pour 4 personnes. C'est-à-dire moins de 12 euros par personne. Qui ensuite, le soir, va faire la balade de Chartres en lumière gratuitement. Pour 2 la euros journée est belle. Vous offrez une très belle journée. Quand je dis qu'elle n'est pas gratuite, la visite pour l'enfant, et qu'elle est offerte, c'est parce que notre fonds de dotation finance les entrées au parc animalier grâce à la générosité du public pour tous les enfants de moins de 11 ans. Est-ce que cette générosité du public ne se dément pas? Est-ce qu'elle est constante? Elle est constante. Et sur le monde animal, elle s'est amplifiée, je pense un peu avec la période Covid. Nous, on est nouveaux dedans, mais on voit chaque année nos dons prendre 20 ou 30 ou 40%. Non, ça se dément pas. Puis cette passion pour les animaux se dément pas. Et puis les gens, quand ils viennent à Chartres, s'ils veulent rester un peu plus longtemps à la tanière, on a aussi des activités, il suffit d'aller sur notre site, de soigneurs d'un jour. Ça, c'est bien. De soigneurs d'un jour, donc avec les soigneurs au contact, enfin pas au contact, mais il y a les soigneurs d'un jour éléphants, les oiseaux, les primates. Et ça, les enfants peuvent y aller? Les enfants peuvent avec les parents. Accompagnés, donc soigneurs d'un jour. Et puis on a aussi des visites hyper VIP où vous allez visiter toutes les coulisses de la tanière et les ça, c'est génial, etc. Donc il y a vraiment de quoi faire. Puisque je peux me permettre juste de rappeler, c'est que, comme je dis, on vise 50% par les entrées et 50% par les dons. Ce qui est important aussi, c'est que les gens qui nous font des dons aujourd'hui, soit les particuliers ou les entreprises, peuvent les défiscaliser à hauteur de 60%. C'est très important. Contrairement aux associations militantes qu'il peut y avoir un petit peu partout dans le monde, nous, on n'est pas qu'une association militante, on est avant tout un lieu de soins, un hôpital, donc la structure en France qui est capable de sauver des animaux. On peut vous amener un animal qui est blessé sur la route, ça arrive? Oui, ça nous arrive. Alors, si j'en profite pour passer à un conseil, parce que les gens cet été vont se promener dans la forêt, partout ça.
laissez les animaux dans la forêt. Ne ramassez pas les bébés, ramassez pas les bébés sangliers. Non. Parce que le bébé sanglier, même si sa mère a été chassée, malheureusement, il va trouver une autre maman. Oui, il va se débrouiller. Vous savez, il y a 3 semaines, j'ai vu un monsieur qui m'apportait un petit faon, donc c'est un petit daim, un petit... il m'apporte un petit chevreuil et il me le pose et je lui dis non, ramenez-le. Il me dit c'était à 60 km. Je dis ramenez-le. Vous le condamnez à 1000%. Bien sûr, ramenez-le dans la forêt. Si sa maman est décédée, il y aura une maman substitution. Et dans le pire des cas, je veux dire, c'est la chaîne de la vie. Oui, c'est ça. Mais nous, on n'a pas interféré. Si vous voyez un animal blessé, c'est autre chose. Si vous trouvez un animal blessé, faut aller voir la mairie, la commune, l'OFB, l'Organisme français de la biodiversité. On a passé par les chemins légaux parce que ils ne peuvent pas arriver chez nous sans légalité. Absolument. À un moment donné. Donc après, on peut s'en occuper aussi. Et je dis souvent, plutôt de vouloir s'occuper des animaux dans la forêt, dans la nature, etc., les humains ont qu'à déjà s'occuper de leurs grands-parents, de leurs enfants, etc. Mais déjà, des fois, c'est compliqué. Moi, j'avais retrouvé un chevreuil blessé il y a quelques mois. J'avais appelé la mairie. Il m'avait dit, il est où, sur la route ou sur le champ à côté? J'ai dit, sur le champ. Ah ben, on peut pas intervenir, c'est privé. Alors, s'il est blessé, si vraiment il est blessé, vous voyez le sang, etc., vous le prenez. Oui. Vous pouvez tenter votre chance chez un vétérinaire, mais il y a peu de chances qu'il le prenne. Et dans ce cas-là, oui, la tanière est là, mais il y a aussi, partout en France, des centres de sauvegarde de la faune locale. Voilà, il y a des centres de sauvegarde. Vous tapez centre de sauvegarde. En région parisienne, il y en a à Rambouillet, il y en a à Maison-Alfort. Il y en a un peu partout, des centres de sauvegarde, c'est vers eux qu'il faut aller. Philippe, cette émission va bientôt toucher à sa fin. J'aimerais qu'on parle un peu de musique. Est-ce qu'il y aura de la musique à Chartres cette année avec les estivales? Ouais, il y aura de la musique évidemment tout l'été. Les petits concerts gratuits? Les concerts gratuits, des petits, des grands, tous les soirs. Il aime bien la musique, le maire. Il aime bien la musique, il aime bien la lumière. Jean-Pierre? Je sais pas, faut lui demander. Ouais, on va lui passer un coup de fil. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Absolument. Non, il y a de la musique, il y a des spectacles, effectivement. Et là aussi, c'est gratuit. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'il faut prendre en compte effectivement les besoins des gens qui ont le portefeuille n'est pas extensible, le pouvoir d'achat, c'est pas forcément simple. C'est hyper important. Donc il faut donner beaucoup. Et il faut donner le mieux possible. Et je trouve que voilà, la démarche de Chartres Estival, c'est ça. C'est de donner tous les soirs des concerts gratuits, Chartres en lumière, la tanière, et en effet, vous passez une journée géniale pour une somme raisonnable. Non, mais je crois qu'on a été convaincus dans cette émission de visiter le zoo refuge de la tanière et de venir à Chartres. Un dernier mot sur la Beauce, on croit que c'est plat, pas du tout. C'est une idée reçue? Pas du tout. Moi, je vous invite à prendre un vélo depuis la basse-ville jusqu'à la cathédrale. Vous partez de l'église Saint-Pierre, vous montez jusqu'à la cathédrale. Si vous n'avez pas de vélo électrique, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, Chartres, c'est un tertre et il y a effectivement... Il n'y a que dans Chartres que c'est pas plat. Ouais, c'est vrai. Ouais, ou alors dans la vallée de l'Eure, quand on va maintenant, c'est vallonné, tout ça. Non, mais c'est génial. Francis et Patrick, cette dernière histoire qui m'a bouleversé, les chiens patous à la Défense. La Défense, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier de Paris qui est pas loin de chez nous. C'est un quartier d'affaires incroyable. Il y avait des chiens patous sur une décharge. Mais d'abord, elle est où cette décharge? Il y a 5 mois, c'est dans une ville qui s'appelle Carrières-sur-Seine. Carrières-sur-Seine. On est contacté par la police municipale de Carrières-sur-Seine, un monsieur qui a une grande décharge à ciel ouvert où tous les gravats de Paris, je crois, arrivent là, etc. Enfin, c'est inadmissible. On voit les tours de la Défense devant nous. Invraisemblable. Et là où il y a aussi comment ça s'appelle, où il y avait les cultures de champignons de Paris avant. D'accord, des caves. Des souterrains, des caves. Et il y a un monsieur qui avait trouvé la bonne idée de récupérer 7 bébés patous. Les patous, il faut expliquer aux auditeurs, c'est des gros chiens bergers. C'est les Sébastien. Montagnes. On appelle ça les Sébastien, ça fait 60 kilos quand c'est adulte. Dont on se sert contre les loups. Exactement. Et ces chiens étaient abandonnés dans ce terrain vague. Non, mais un ordre d'abattage avait été pris, mais le maire, la police municipale, toute la commune a dit non, on ne va pas les abattre. Il y en a un qui a été abattu, malheureusement, et le boucher du village donnait de la viande. Ils ont été nourris pendant 3 ou 4 mois comme ça, mais c'était devenu sauvage. Ils ne connaissaient en réalité que la voiture de la police municipale. On les a contactés, personne n'a voulu y aller. Franchement, personne n'a voulu y aller. Là, je revendique quand même, parce qu'on a passé une grande journée à crapahuter. On a récupéré les 6. Et on a une belle chose à la tanière que vous verrez si vous venez à la tanière. On a eu les 2 bébés patous qui sont nés à la tanière 3 bébés patous. Il y en a 2 qui traversent la tanière toute la journée. Il y a Belle. Ils sont en liberté. Ils sont en liberté. Voilà. Et donc, on a récupéré ces chiens. On les a ramenés à la tanière. Alors, il y avait une pochette surprise dans une maman. Il y avait tous ces bébés. Il n'y en a que 3 qui ont survécu. Il y en avait beaucoup plus parce qu'ils n'avaient pas été vaccinés ni rien. Donc, c'est beaucoup de problèmes. Les adultes, là, on est en train de les reciviliser. Ils vont partir dans les pastorales, dans les Pyrénées. C'est très bien. Et les petits, on les garde ici
C'est c'est des mascottes un peu de la tanière. Alors on n'est pas spécialisé dans les chiens et les chats, c'est pas notre truc normalement, mais on y a été, parce que personne ne voulait y aller. Francine et Patrick Violas, fondateurs du zoo Refuge La Tanière à côté de Chartres. Merci beaucoup pour votre témoignage et les belles histoires que vous nous avez racontées. Merci Philippe Rossa, directeur général de Chartres Tourisme. Allez à Chartres, c'est pas loin de Paris quand on habite Paris et c'est pas loin de nulle part quand on habite de partout. Il faut y aller, et en voiture, à cheval, à pied, en vélo. Et merci encore pour cette belle émission. À la semaine prochaine dans La France à découvrir. Salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel. Avec La Tanière en Eure-et-Loire. Plus qu'un zoo, un refuge pour animaux aux histoires touchantes. Et Interhome, conciergerie et spécialiste de la location de vacances en France et en Europe.